Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h. Greenwich Mean Time, le 22 décembre 2020, vont commencer à se mettre en place les exécutifs régionaux, soit une quinzaine de jours après l'élection des conseillers régionaux. Au cours de la première session du conseil régional, il sera procédé à l'élection du président assisté d'un bureau composé d'un premier vice-président, d'un vice-président, deux questeurs et deux secrétaires. Le président du conseil régional, personnalité autochtone de la région, et les autres membres du bureau sont élus pour une durée de 5 ans. Mais comme toutes les autres consultations électorales, l'élection des conseillers régionaux n'a pas dérogé à la règle, à savoir le contentieux électoral. Des électeurs lésés dans leurs droits ont saisi les juridictions administratives compétentes afin de demander des annulations totales ou partielles des opérations électorales. Mais comme le prévoit la loi, les conseillers régionaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Mise en place des exécutifs régionaux malgré le contentieux. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir René Stéphane Ngui. Bonsoir René. Bonsoir Serge, bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent ce soir, et donc j'espère que nous pouvons apporter un petit éclairage par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc là, surtout on veut savoir ce qui s'est passé dans l'Union Ekele. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'espoir en l'UPC. Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union Ekele, René Stéphane Ngui? Une victoire de l'UPC. Parce qu'une victoire électorale n'est pas seulement gagner l'élection, parce que les élections, c'est aussi une sorte de prise de parole, comme je vous ai dit la dernière fois. Il y a belle lurette que tous les acteurs politiques veulent que l'UPC disparaisse de la scène politique. Nous résistons, nous marquons des points, et à chaque occasion, nous montrons que notre résilience est plus forte que l'adversité qu'on nous présente. Okay. Merci. Camille Nalé, bonsoir. Serge Laoutou, bonsoir. Bonsoir les companélistes, bonsoir téléspectateurs de la télévision, mais un bonsoir spécial à vous, Serge Laoutou qui revenait de Centrafrique. Vous nous avez manqué et j'espère que vous avez eu l'occasion de voir ce que c'est qu'un vrai pays en crise, avec des bandes armées qui sont là depuis plus d'une dizaine d'années, avec des tenues de dialogue qui sont multipliées, surtout avec les forces de l'ONU qui sont sur place, qui ne font rien, la MINUSCA qui ne font rien. Il y a des gens qui tirent sur d'autres personnes, les forces de la MINUSCA sont là, elles n'auraient plus pas dit que leur mission, ce n'est pas de rétorquer, mais c'est de protéger leurs installations. Alors vous voyez des gens qui disent que c'est la communauté internationale qui est là, mais qui ne fait rien, et qui, en réalité, profite de son assise pour exploiter les richesses du pays. Mais pendant ce temps, les gens continuent à mourir, la crise continue à perdurer, les bandes armées continuent à faire des massacres. Donc, j'espère que vous avez bien vu et que vous comprendrez que par rapport à ce qui se passe au Cameroun, malgré toutes les objurgations que nous entendons parfois sur les plateaux de télévision, la réalité est complètement elle est dramatique, et que ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on pourra résoudre la crise du Nozo. Ok. Bonsoir, il est marqué à Zipan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision. Voilà, il est marqué. Je commence par vous. L'élection le 6 et le 22. Élection de plein droit. Le président. Élection de plein droit. Alors que il y a des dossiers, il y a des contentieux. Oui, c'est le paradoxe de notre code électoral. Il va sans dire que ce code a besoin d'être amélioré, d'être toiletté. Je pense que nous qui avons un peu d'expérience, nous qui gérons des formations politiques qui avons de l'expérience, nous avons aujourd'hui maintenant des éléments qui nous permettent de demander le toilettage. Vous êtes sans ignorer qu'on a convoqué le corps électoral pour cette élection pendant que le contentieux se tenait encore au niveau de la chambre administrative. Ça veut dire qu'il y avait qu'une partie qui se préparait pour les élections
Et dans le même temps, certains qui étaient dans les certitudes, s'ils savaient que le dossier aurait été... Vous savez de quoi vous parlez, ce qui se passe à Douala premier. Naturellement, c'est pour ça que je voudrais donc, à partir de là, donner aujourd'hui les éléments qui nous permettent de dire que ce code a besoin d'un toilettage. Et je prends le cas de Douala premier pour que tous les spectateurs comprennent plus que jamais que ce code a besoin. Allez-y. Le code électoral camerounais est tout à fait clair dans la manière où elle répartit le coefficient qui permet de déterminer le nombre de conseillers municipaux. À Douala 5e, le coefficient s'est déterminé avec tous les partis ayant participé à l'élection. Je dis bien ayant participé à l'élection. Le PADEC était donc dans le bénéfice de la détermination de ce coefficient. Mais au moment de répartir le siège, c'est ça la loi, ceux qui ont moins de 5% ne participent pas à la répartition du siège. Mais à la détermination du coefficient, même ceux qui ont moins de 5% participent donc à cette détermination. À Douala premier, où j'ai été au contentieux, on a éliminé d'avance les partis n'ayant pas eu moins de 5% pour la détermination du coefficient. À Douala 5e, on fait participer les partis ayant moins de 5%. Pourquoi? Parce que la détermination en associant les partis ayant moins de 5% à Douala premier ne donne pas 32 conseillers municipaux au RDPC. Et donc ne fait pas rentrer M. Guidiol et ne fait pas rentrer M. Hilaire Zipan. Vous voyez que cette loi, dans la même circonscription... M. Guidiol du SDF, naturellement, Hilaire Zipan du MP. Bien entendu, parce que c'est des éléments qui devaient troubler. Vous comprenez bien que ce combat aujourd'hui est plus que jamais d'actualité, la modification du code électoral. Et tous les républicains doivent participer à cette répartition-là, sinon, à ce combat-là, sinon, la mer des batailles qui va s'ouvrir dès l'année 2021, à savoir l'élection présidentielle, aura beaucoup de difficultés. Pour la présidentielle, pour vous, c'est à partir de 2021 2021, pour un candidat sérieux, crédible, 4 ans avant. Au moins 3 ans. Parce que parcourir le Cameroun, c'est 475 000 km². Être connu dans les plus bas fonds du Cameroun, à Kousséri, qui se trouve à 1800 km, c'est pas partie de Yaoundé, c'est pas partie de Douala. Il faudra y aller, installer les comités, déterminer. C'est pas collecter 25 000 procès-verbaux qu'on va claquer à la main. Donc pour tous ceux qui sont des candidats sérieux, ils ont intérêt à ménager rapidement leur monture en choisissant l'appareil qu'il leur faut. Et je pense que le mouvement progressiste a un appareil et il aura certainement un candidat. Bien entendu, coordonné à l'heure actuelle par M. Hilaire Zipan. René Stéphane Goué, justement, en 2025, comme dit Hilaire Zipan, se prépare à partir de l'année prochaine. L'UPC, on espère enfin que l'UPC sera de la danse. Et il parle aussi du toilettage du code électoral. Vous savez... Est-ce qu'il est satisfaisant pour vous, ce code électoral? Mais moi, je parle de l'UPC. Le code électoral est un élément. Oui. Ce n'est pas un tout. Vous savez, dans une république comme la nôtre, c'est toujours difficile d'avoir raison avant tout le monde. Nous avons dit aux Camerounais, et nous le répétons tout le temps, qu'il faut revoir le Cameroun en profondeur. On parle de code électoral. Que ferions-nous de la Constitution? Je pense que même le président de la République actuelle a dit qu'il n'y a pas de Camerounais à part et des Camerounais à part entière. Mais de par les dernières assises du dialogue national, j'ai appris qu'il y aurait désormais des Camerounais à part et ceux qui ne seront que dans une organisation qu'on appelle un statut spécial. Je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, pour nous, à l'UPC, nous ne cessons de le dire, il est important que tous les Camerounais se retrouvent, qu'ils décident de comment ce pays va être gouverné et géré. Et ça commence par une remise en cause de la Constitution. Et on aboutira certainement après cette remise en cause de la Constitution. Mais il faut entrer à l'Assemblée nationale. Et pour entrer à l'Assemblée nationale, beaucoup pensent qu'il faut retoucher, revoir le code électoral. Mais non. On commence par là. Mais non. Quand on a besoin de dialoguer, on trouve des moyens de dialoguer. Aujourd'hui, le Cameroun doit avoir des organes de transition. Et je pense qu'on n'y échappera pas. On a essayé de jouer en 1961. On a vu ce que ça produit jusqu'aujourd'hui.
avec les luttes sociales de 90, on a dit allons à la conférence nationale souveraine, on nous a servi une tripartite, on a vu ce que ça a donné, on vient encore de faire payer aux contribuables des milliards de francs pour dire qu'on fait un grand dialogue, et on voit où sont les résultats du grand dialogue. Donc, qu'on prenne l'analyse sociale par n'importe quel prisme, on sera obligé de revenir au point de départ. Le point de départ, c'est lequel? C'est de nous rencontrer, de nous parler, de prononcer une amnistie, c'est-à-dire de nous pardonner et de dire, ok, à partir de cet instant, nous allons ensemble vers une nouvelle république. Et c'est à ça que l'UPC appelle tous les acteurs politiques aujourd'hui. Parce qu'on a trop de vocables qui ne servent à rien, opposition. Qu'est-ce qu'on met dans le contenu opposition? On ne sait pas. On a des vocables qui changent tous les jours, statut spécial, tripartite, grand dialogue national. Finalement, on se retrouve toujours en train de recommencer. Donc pourquoi on ne recommence plus? Et moi, je compte sur la sagesse de ceux qui nous dirigent en ce moment, pour qu'on se retrouve et qu'on fasse une sorte de plateforme de transition, mais cela ne peut être possible que par des luttes sociales. On peut ne pas être à l'Assemblée et influencer l'Assemblée. Si les partis de l'opposition se regroupent et forment une puissance, le pouvoir serait en même. Quand on a revendiqué la conférence nationale et que malgré tout on a retenu la tripartite, on n'était pas à l'Assemblée. Quand on a revendiqué l'indépendance et qu'on l'a plus ou moins obtenu une indépendance bâclée, on n'était pas à l'Assemblée. Donc ce n'est pas à l'Assemblée qu'on réfléchit pour son pays. C'est la volonté des acteurs, c'est la force de la pensée, c'est la somme des intelligences des gens qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent « Ok, on a trop joué, il est temps qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise il n'y a pas de Camerounais à part, de Camerounais à part entière. » Mais est-ce que c'est ça qui manque lorsque vous regardez l'attitude du parti au pouvoir? Les Camerounais demandent ça depuis, mais rien ne bouge, véritablement. Mais rien ne bouge parce que, en réalité, on a beaucoup de confusion sur la scène politique. Oui. Je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de miracle. Dans toutes les sociétés, il y a deux camps. Le problème au Cameroun, c'est qu'on ne regarde pas à quel camp appartient un individu qui parle. On dit toujours opposition, opposition. C'est-à-dire que M. Biya fait un remaniement ministériel aujourd'hui, il enlève, je ne sais pas qui, Madeleine Tuentué, et que demain Madeleine Tuentué fasse son parti parce qu'elle est fâchée d'être sortie du gouvernement, on va l'appeler opposante. Elle est dans l'opposition. C'est pour ça que la bataille idéologique, la forme dans laquelle nous devons construire notre pays est importante. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a deux blocs. Il y a le bloc républicain que dirige le RDPC avec tous ses partis satellites. Il y a le bloc nationaliste que l'UPC incarne. Mais malheureusement, ce bloc a été disloqué et aujourd'hui, même ceux qui disent marcher sur le plan de bas de l'UPC veulent absolument la disparition de l'UPC. Et c'est à ça que vous me posez la question, comment ça s'est passé dans l'Union équilatérale, et je vous ai répondu, pour nous c'est une victoire. Parce que le simple fait que ce soit un nationaliste révolutionnaire de gauche soit assis sur votre table pour dire aux Camerounais que ce n'est pas seulement le code électoral qui est mauvais, mais c'est l'ensemble des lois et règlements de la République qui sont à l'antipode de ce que devait être le Cameroun d'aujourd'hui. Et nous ne cessons de lancer l'appel au président de la République. Même la crise au Nozo, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, nous avons dit au président de la République, en 3 mois, l'UPC résout le problème du Nozo. En 3 mois. En 3 mois. En 3 mois. Parce que la crise du Nozo, monsieur a fait une description tout à l'heure, Camille, l'autre... Oui, il a fait une description tout à l'heure de la situation en Centrafrique. C'est exactement ce qui se passe dans le Nozo. Si on vous demande aujourd'hui, si M. Biya dit aujourd'hui, je démissionne et je donne ma place à un représentant du Nozo, je ne suis pas sûr qu'on le trouvera. Je ne suis pas sûr qu'on le trouvera. Parce qu'il y a des batailles sous-jacentes, le pétrole sous fond, et il y a constitué des bandes qui essayent plus ou moins d'exploiter notre sol et notre sous-sol. Donc il n'y a pas de manière fondamentale une crise entre le Cameroun, entre eux. Moi j'ai de la famille de ce côté-là et je peux vous dire qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Et s'il y a un référendum aujourd'hui dans cette partie du pays libre et que les gens se sentent en sécurité, on demande aux riverains de cette population, qu'est-ce que vous voulez devenir? Ils vont vous dire, nous sommes Camerounais.
Mais ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc moi, je continue de penser que ceux qui aiment ce pays peuvent donner une chance à leurs enfants pour que demain soit meilleur. Ok. Voilà, Camille Lélé, comme on l'a dit, le 22 décembre, les présidents seront connus. On précise, une personnalité autochtone. Oui. Pas encore. Oui, autochtone. De la région. Oui, la région, puisque on a tenu compte aussi, bien évidemment, de la représentation sociologique, mais la disposition de cette régionalisation met en première place comme président de la région un autochtone. C'est-à-dire que, par exemple, pour la région du littoral, autochtone, c'est pas forcément un natif de Vouri. Parce que là, il y a aussi un natif de la Sénégal-Maritime, un natif du Nkam, un natif du Mungo. Donc, quand on dit autochtone, c'est pas forcément le Vouri. On dit bien de la région. De la région. Donc, c'est pour cela que, malgré les grandes opérations de promotion d'image que nous voyons dans les journaux, parce qu'il y en a même qui se présentent déjà, dont on voit déjà les bustes à la une des journaux en les présentant comme les présidents de régions les plus attendus, tout cela. Et c'est pas ce qui va se passer, puisque de toutes les manières... Ah, c'est pas ce qui va se passer? Oui, c'est pas... Comment vous savez? C'est pas ce qui va se passer pour une raison bien simple. Vous savez, 9 dixièmes des régions ont été gagnés par le RDPC. 9 dixièmes. Bon, il y a 2 ou 3 régions où on peut retrouver des délégués de quelques partis, mais dans les 9 dixièmes, c'est le RDPC et forcément, il y aura un problème d'investissement. La dixième, c'est l'Adamawa ou l'UNDP. L'Adamawa, c'est l'UNDP, où l'UNDP a raflé la majorité des sièges. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, on pourra dire qu'il y aura une élection et l'UNDP aussi pourra procéder à sa propre investiture. Mais ce qui est certain, c'est que dans les autres 9 régions, ça va se passer comme ça s'est passé pendant les mairies de ville. Voilà, justement, j'allais vous poser cette question. Parce que est-ce qu'on ne s'achemine pas vers ce scénario-là? On va s'acheminer. On a assisté pour le maire de la ville de Douala. Il est plus que probable. C'est-à-dire qu'il y aura des investitures. On vous a expliqué que dans tous les partis du Cameroun, c'est l'investiture. Parce que ces personnes même qui ont participé à ces élections ont été investies par le RDPC. Donc on va se retrouver dans une situation où il y aura des investitures et une investiture du RDPC. Bon. Là maintenant, on a eu le temps de peaufiner la stratégie parce que la dernière fois, il y a eu les couacs. Mais on sent qu'ils vont recentrer la technique et cette fois-ci, ça devrait faire moins de fois possible. Mais moi, par contre, ce qui m'intrigue un peu, c'est certains aléas que le code électoral n'a pas prévu. Oui. Et l'un de ces aléas, c'est justement le cas du décès d'un délégué élu. On se retrouve par exemple avec le cas du chef d'Indika qui a voté, qui a été élu, qui a été élu et qui est mort. Or, la loi électorale est muette sur un cas comme celui-là. Il n'a pas de suppléant. On ne peut pas dire qu'on peut le remplacer par un suppléant. Donc, il y aura une véritable cogitation pour trouver une solution. Et s'il n'y a pas de solution, le conseil régional du littoral part avec un conseiller de moins. Et moi, je pense qu'il faut que déjà maintenant, on pense à créer toutes les conditions susceptibles de faire face à ce genre d'aléas dans une élection régionale. Parce que cette élection qui vient de se passer, c'est la première. C'est un coup d'essai et on a bien le temps de voir ce qui peut être perfectible, ce qui peut être corrigé, mais ce n'est que la première, la prochaine c'est dans 5 ans. Donc je pense qu'on attend certainement la constitution des conseils régionaux, l'élection des présidents, mais on sait un peu comment ça va se passer. Ok, y pense sur cet aspect, le code électoral est muet là. Oui, mais il n'y a pas que Comment remplacer King Dika? Oui, à l'évidence, je pense que Camille l'a dit, il n'y a pas de disposition qui permette que l'on puisse le remplacer. Mais il est évident que nous rappelons ici assez brièvement que ce code, à mon sens, est allé un peu trop vite. On n'a pas mûri dans certaines dispositions d'aspect. Je prends par exemple une disposition qui me tient pratiquement à cœur. Comment va-t-on faire cohabiter les conseillers élus avec les chefs? Il va y avoir un problème particulier. Je prends par exemple le cas du Vouri où la plupart des 5 chefs, du moins qui étaient en liste, c'est les chefs de premier degré qui sont les chefs de canton. Oui. À l'exception de Sa Majesté Madiba Songé qui est à l'Assemblée. Exact. Qui est au Sénat. Exact. Dans la section non, mais lui n'était pas sur la liste. Non, il a dit 5. Je dis que les autres sont entrés à la section de plein droit. Parce que je sais que les chefs ont un rituel pour faire le protocole dans leur sortie.
comment ça va se passer quand ils vont se mettre à la section de plein droit? Vont-ils avoir pratiquement un siège à part? Vont-ils se mélanger? Je pense que là, il y a eu un peu une précipitation. À mon sens... Contrairement à ce qui est prévu dans la zone anglophone, il y a la half of TIF. La half of TIF. Donc je pense qu'à mon sens, on aurait dû compléter cela avec, certainement, en prenant cette zone-là. On n'a pas de honte à copier. On aurait dû prendre ça pour que les chefs puissent s'exprimer assez librement et suffisamment consultés. Parce que dans la partie anglophone, les chefs ont leur chambre. Et ensuite, ils sont consultés et leur président, du moins leur chef, est d'office vice-président. Vice-président. Ce qui n'est pas le cas. Or, dans les dispositions de l'article 354 du Code, il dit que le Conseil doit refléter autant que possible la configuration du Conseil. Ça veut dire qu'on remet aux partis politiques la capacité donc de faire cette configuration-là. Et là, donc, rapidement, je parlerai pour la chapelle de l'opposition. C'est que vous aurez complètement à l'ouest, il y aura 17 conseillers venant de l'UDC. Je rappelle d'abord en suffisance que sur les 198 conseillers de l'UDC dans le Noun, 197 ont voté pour leur liste. Et donc le RDPC. Donc là-bas, c'est vraiment pour dire que c'est des tranchées. Il y aura 17 donc conseillers qui viendront de l'UDC. Si on prend donc la configuration et le pourcentage, ça veut dire que sur les 7 membres à élire, certainement le 22, l'UDC doit avoir au moins une vice-présidence et au moins une présidente de commission. Pour ne dire que cela, pour ne pas dire la représentativité. Il va de même que la répartition va être faite certainement dans la Damawa. Là, l'UNDP a 56, donc est à la majorité absolue. Si l'on considère qu'il doit refléter autant que possible la configuration, le RDPC doit avoir quand même un poste d'adjoint parmi les vice-présidents et certainement des postes soit parmi les questeurs. Il n'en demeure pas moins que l'UNDP aussi a eu des poches. Au nord, 13 sud, 70. Et à l'extrême nord, 14, 70. Sans oublier le FSLC. Dans le maillot Nouti et le maillot Tchanaga. Exact. Donc cela va dire que la configuration va certainement, on doit lire la configuration le 22. Et c'est certainement après ça qu'on va décider de voir si la région est lancée dans de bonnes dispositions. Nous restons là complètement dans le cadre complètement de la loi. Et là, vous verrez que dans la zone anglophone, ça va se passer par là, le président de la chambre des chefs est d'office de vice-président. Et donc, à partir de ce moment-là, la répartition des postes se passe à l'intérieur de ceux qui sont élus et non avec les chefs. Vous voyez que là, la configuration semble tout à fait bien élaborée et elle se projette suffisamment meilleure que pratiquement à la zone du côté parti francophone. Et je pense que Stéphane Bouel a soulevé le problème, peut-être en le glissant. Je pense que le problème du Cameroun, il faut le dire, il est un peu historique. En ce sens. Et notre rôle, qui avons pris un peu de notre temps pour lire ou d'apprendre auprès des aînés, montre à suffisance que la démarche pour obtenir l'indépendance, c'est ça qui a biaisé, qui crée aujourd'hui pratiquement le problème. L'UPC a dit réunification avant l'indépendance. Or, le 1er janvier 1960, et là, je dis pour mémoire d'histoire, c'est pas un débat que j'ouvre. Le Cameroun est devenu indépendant avec 352 000 km². C'est-à-dire qu'aux Nations Unies, le 1er janvier, il y a un pays qu'on a ajouté qui s'appelait le Cameroun. 352 000 km². Drapeau vert ou jaune. Hymne national, capitale Yaoundé, population 3 500 000 habitants. C'était ça, bien entendu, en termes descriptifs simples, le Cameroun. Et puis donc, il y a eu une négociation entre Aïdjo et Foncha qui a commencé en février 60. Et qui aboutit finalement en octobre, naturellement, 61. à 61. Et bien naturellement à Fumban, pour ceux qui ne le savent pas. Quand vous allez là-bas, ces livres d'histoire nous révèlent comment ça s'est passé. Et donc, par conséquent, le Cameroun, donc, le 1er octobre 1961, à 475 000 km², a un drapeau qui est vert ou jaune avec 2 étoiles, et apparaît donc le mot fédéralisme. Donc on ne sort pas de nulle part. Donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est devenu nulle part. Donc c'est une négociation politique pour amener. Je le disais pour que Ngui soit rassuré que nous n'étions pas là en 61. Nous n'étions pas nés. Mais c'est l'histoire de notre pays. Et donc cette démarche-là, on peut la rattraper. Et si aujourd'hui on peut la rattraper en essayant de faire intégrer ce qui a des dynamiques positives venant de la zone anglophone et ce qui a des dynamiques positives en venant, on peut avoir un État. Or, aujourd'hui, la mise en place de la région est en train de sceller plus que jamais le fédéralisme qui va être plus tard. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans le calcan de linguistique. C'est-à-dire qu'on a laissé tous les avantages du côté anglophone aux anglophones et tout l'État du côté francophone, on l'a hérité. Et donc par conséquent, on va se retrouver dans une situation où vous aurez à la tête des régions le gouverneur. Mais même le pays où on calque, il n'y a pas de gouverneur en France. Donc vous
voyez que la partie camerounaise est tellement centralisée qu'on a même centralisé cette fois-là. Alors du pouvoir déconcentré, on ne pouvoir. Et une autre tare que je n'aimerais pas laisser passer ici, c'est que les chefs sont des auxiliaires de la justice, des auxiliaires de l'administration. Or, ils ont participé au vote. Et aujourd'hui, ils ne seront plus les auxiliaires de l'administration, ils seront les auxiliaires de la décentralisation. Voilà donc un corps qui constitue notre mémoire, qui est d'une part assujetti au commandement du sous-préfet, en tant que quand le sous-préfet est là, et qui va donc maintenant refléter le développement de l'économie dans la décentralisation. Je rappelle à suffisance que la composition du gouvernement est de... Il y a un ministre chargé de la décentralisation qui va régler le problème de la décentralisation et un ministre chargé de l'administration du territoire qui règle la sécurité du territoire. Donc on a les chefs qui appartiennent d'une part dans le cadre de la déconcentration de l'État au ministre de l'administration du territoire et dans le cadre de la décentralisation, dans le conseil régional, à la décentralisation. Mais comment on va fonctionner comme ça? C'est incroyable. Donc on voit le problème venir et là encore, ça va s'administrer encore compliquément. On dit que 15% de notre budget national doit être consacré. J'entends dire par là que dans la loi de finances qui va être certainement prévue pour le chef de l'État, rien n'est prévu. Donc vous voyez qu'on rentre. Donc dans cet imbroglio, à mon sens, le socle de la décentralisation va rester les communes. Et là, on va attendre énormément des communes, des maires. Même quand bien même ils sont mal élus, c'est eux qu'il faudra lever. Et il faudra donc que l'association des maires, qui a certainement un nouveau bureau aujourd'hui, puisse avoir la capacité de pouvoir régler ce problème-là en attendant en place la mise en place de la région. Et le dernier en d'autres, c'est que entre la mise en place de la région qui commencera le 22, sans budget, sans locaux, sans personnel, sans administration, on est parti pour un an, plan blanc. Pendant ce temps, il faudra donc que l'on puisse faire avancer notre pays. Donc, les communes vont jouer un rôle extrêmement central en attendant que tout cet imbroglio soit complètement réglé. Justement, René Stéphane Ngoué, sur cette présence, je veux d'abord vous interroger sur la présence de l'autorité traditionnelle dans ce conseil régional. Avec tout ce que cela comporte, comme a dit Hilaire Zipan. Lorsqu'un chef se retrouve avec ses sujets, comment ça va se passer? Non, pour votre point de vue? Il ne faut pas cataloguer ça comme ça. Monsieur Zipan, je veux d'ailleurs commencer par le rassurer que je n'étais pas là non plus en 61. Naturellement. Nous sommes héritiers de notre histoire et de notre vécu. Naturellement. Non, quand on est dans une représentation, on pose la peau de cette représentation-là. Il n'y a pas de chef dans une institution de la République et son sujet. Non. Il cesse d'être chef? Il cesse d'être chef. Il est conseiller régional. Ça, c'est le principe. Maintenant, on dit le droit tire ses sources des us et coutumes. C'est pour ça que nous ne cessons de dire, pour qu'on mette des lois en place ou des institutions de la République en place, il faut qu'on sache très bien d'où nous sortons, où nous allons. Il pose un problème qui pour moi n'est pas une affaire de chef et son sujet. Mais c'est un sujet de la qualité de celui qui vient au conseil régional. Pourquoi le chef a sa place au conseil régional? Parce que le chef, de par ses attributs, gère une communauté. Et à partir de cette communauté, il a une vision sur la décentralisation, le besoin des populations, etc., etc. Donc si on est à l'Assemblée nationale, on a beau être le fils de X ou de Y, on est d'abord député. Si on est à l'Assemblée nationale, on a beau être de telle ou telle origine, on est d'abord député. Donc moi, je ne vais pas... je sais qu'il est très pointueux dans des analyses profondes que j'apprécie et que je respecte, mais je ne vois pas d'antagonisme du fait que le chef soit un chef traditionnel et qu'il soit dans une institution de la République. Par contre, ce que l'UPC ne cesse de dire... On a le Lamido de Rebouba au Sénat, on a le sultan Bombo Dioya au Sénat. Si on est une république laïque, oui, c'est les lois de la République qui priment sur tous ces statuts. Effectivement, on a vu, moi de par mes activités, je voyage beaucoup. Il arrive que je vive une situation où un représentant de l'État, comme un préfet ou un sous-préfet, fait allégeance à l'AMIDA ou machin. C'est des choses que nous, nationalistes, nous n'apprécions pas.
Donc je ne veux pas ici entériner ça en disant c'est donc normal que si le Lamida vienne à l'Assemblée parce que c'est un jeune député de 18 ans qui a été élu dans le Nord, il va venir faire la courbette à l'Assemblée à ce Lamida. Non, moi je ne partage pas ce point de vue. Une institution a des règles de fonctionnement et on applique à tout le monde ces règles de fonctionnement. Une république laïque reconnaît ses citoyens égaux. Nous naissons égaux. Donc il n'y a pas, à l'UPC, on ne verra pas des choses sous cet angle-là. Par contre, pour revenir Il a pris le cas spécifique des chefs au niveau du Vouri. Mais Vous avez vu quand ils arrivent quelque part? quand ils arrivent où? Dans leur Dans une cours, cérémonie. dans leur cours ou Dans une cérémonie. cérémonie officielle. Vous avez vu? mais dans la cérémonie dans une cérémonie officielle, il y a ce qu'on appelle l'ordre de préséance. Ok? Lorsque l'ordre de préséance est établi, si celui qui a la préséance laisse que son autorité soit bafouée, parce qu'il est dans une communauté où les chefs veulent être au-dessus de la République, c'est son nom. Moi, j'ai vu un sous-préfet à Idéa répéter à un chef de premier degré, monsieur, c'est moi la République, ce n'est pas vous. Et les gens ont applaudi. Nous sommes dans la logique du respect de la loi et du pays. Donc, que les chefs arrivent de manière fanfaronnade dans une cérémonie présidée par un préfet... Et Non, ils ont leur carré. Ils ont leur carré. Non, qu'ils aient un carré, si la cérémonie, dans une cérémonie, tout le monde n'est pas assis au même endroit. Donc, c'est normal qu'on leur donne un carré. Mais ce n'est pas eux qui dominent la préséance. Ce n'est pas eux qui gèrent la séance. Donc, à l'Assemblée... Vous savez, regardez un peu les statuts des élus de l'Assemblée à l'heure actuelle. S'il fallait tenir compte de la particularité de chaque personne, mais je crois qu'on ne s'en sortirait pas. Donc, moi, je voulais revenir sur des problèmes de fond. Et ça nous chagrine énormément de voir aujourd'hui que on nous dit, oui, c'est la partie anglophone qui va avoir une bonne... Enfin, je ne sais pas si on a dit que c'est bon, une chambre des chefs, et après il y a... Alors, ce n'est plus la République. Et c'est pour ça que j'ai dit ici, ce n'est pas le code électoral qui est le problème du Cameroun. Il faut qu'on revoie la loi fondamentale. Parce que je ne sais pas si la constitution actuelle permet que dans une partie de notre territoire, les gens aient des statuts spéciaux. Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste de formation et je vous avoue que je ne me suis pas penché spécialement. Peut-être M. Zipan qui a... Oui, c'est prévu l'article 62. Voilà. Bon, de la constitution prévoit que certaines régions peuvent avoir un statut spécial. Oui. Bon. Oui, c'est prévu. Article 62. Alors, ça veut dire que notre constitution est complètement à refaire. Parce qu'on ne peut pas reconnaître l'égalité des citoyens et donner un statut spécial à d'autres. Ce n'est pas possible. On n'est plus en République. Est-ce que tout ça ne parle pas de la spécificité même du Cameroun? La spécificité du Cameroun, ça peut être possible. C'est-à-dire qu'on est parti, il y a le condominium franco-britannique c'est ça qui est en train de nous jouer. Mais justement, tout ce qui arrive aujourd'hui. Il y a eu deux puissances qui se sont installées au Cameroun. Donc il faut savoir jouer avec ça, cette partie de notre histoire. C'est dire que le Cameroun n'existait pas avant que les Britanniques et les Français arrivent. Et non, les Allemands étaient là. Les Allemands étaient là, mais maintenant qu'est-ce que nous mettons dans la Constitution qui représente l'Allemagne? Qu'est-ce que nous remettons dans la Constitution qui représente la Hollande? Hein? Non, on ne peut pas gérer ce pays à base de la France et de l'Angleterre qui nous ont torpillés, escroqué notre indépendance, nous faire régner même notre personnalité. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que la vision de l'UPC, et je pense que c'est Zipan qui l'a évoqué, lorsque nous disions d'abord la réunification avant l'indépendance. Parce que le Cameroun, c'est un mosaïque de peuples. Et comme il le disait tantôt, mais pas sous l'angle de la République, chaque peuple a ses spécificités. Pour venir au grand ensemble national, il faut d'abord qu'on te reconnaisse. Moi, j'ai l'habitude de dire, Zipan, peut-être on n'a pas le même âge, mais on est de la même génération. Quand nous quittions la partie francophone ici pour aller faire nos pique-niques à Limbi, on n'avait pas l'impression d'être ailleurs. Non. Donc, la culture est importante. Qu'est-ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les citoyens, je ne parle pas des bandes armées qui y sévissent, qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Ils veulent juste
être reconnus comme citoyens à part entière avec leurs us et coutumes. Qu'est-ce qu'il décrit? C'est le fait d'arriver dans un commissariat pour faire une carte d'identité et de trouver un francophone qui le parle en français et qui le méprise. Ils veulent trouver la personne qui est avec eux au quotidien, dans leur joie et dans leur peine. Qu'est-ce que les anglophones revendiquent? C'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire, quand ils disent « nous, l'eau », ce n'est pas une affaire de l'État. C'est notre communauté, on gère notre eau comme ça. C'est ce que les anglophones fondamentalistes... Et si vous voyez... PWD à l'époque. Voilà. C'est-à-dire que pour ce genre, les imposer un mode de fonctionnement qui ne pousse pas les us et coutumes, il y a un problème. Pourquoi l'UPC a eu du succès dans la zone anglophone, particulièrement dans les zones qui sont particulièrement féroces aujourd'hui? Et les gens ne font pas cette analyse. Dans Kumba et Tiko, oui. Et comment on l'appelle Mouyouka, c'est des zones où, quand l'UPC a compris qu'il faut aller à la réunification, l'UPC n'a pas délégué quelqu'un ici pour aller créer l'UPC dans la zone anglophone. Ils ont créé le One Cameroun avec Di Toumaza. Parce qu'il fallait tenir compte des particularités de cette zone, des personnalités de cette zone, et Toumaza était d'office membre du bureau de l'UPC, de par sa particularité d'être dans le One Cameroun. Okay. Et il apportait donc, permettez-moi de chuter, il apportait donc à nos dirigeants qui allaient à l'ONU pour plaider la cause de la réunification des éléments qui pouvaient faire l'argumentaire de l'ONU pour dire que non, comme l'a souligné M. Sipan, quand vous voulez nous donner l'indépendance avec 375 km, non, ce n'est pas vrai. Notre pays, quand vos représentants sont arrivés, ne se limitait pas à cet endroit. Il allait jusqu'ici et voyez les similitudes entre les gens du nord-ouest et les gens de l'ouest. Voyez les similitudes entre les gens du sud-ouest et les gens du littoral. Donc, cette composante-là, c'est une même famille. Donc, voilà de quoi il est question. Il faut aujourd'hui qu'on rentre aux fondamentaux de notre nation. Qui sommes-nous? À partir du moment où nous pouvons définir qui nous sommes exactement, on peut aller donc au grand ensemble, chacun avec ses spécificités, parce que le statut spécial, tout le monde le revendique. Moi, je sors d'une région, la Sanaga maritime, on est entre deux capitales, la capitale politique et la capitale économique. On est représenté nulle part. Vous coupez à la Sanaga maritime, on dit que c'est le littoral. Et quand on parle du littoral, on cite tout le monde, sauf les Bassa. Quand on va au centre, on cite tout le monde, sauf les Bassa. Donc la spécificité de cette ère culturelle aujourd'hui, il y a des revendications. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille absolument dire que, ok, nous voulons un statut spécial nous aussi, mais comprenez que chaque regroupement au Cameroun peut revendiquer son statut spécial. Ok. Comme il est sur cette situation, il leur a dit, pour ce qui concerne les chefs, comment ça va se passer, pour lui, il fallait copier ce qui se fait dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire une chambre pour les chefs, l'autorité traditionnelle. Une chambre complètement à part. Les analyses d'Hilaire, comme la plupart du temps, sont bien préparées, bien argumentées, et cela relève d'ailleurs de sa grande expérience dans la pratique de la gestion des communes. Donc c'est un interlocuteur avisé qui sait de quoi il parle quand il parle et de la décentralisation et même des réalités de la gestion de la cité. Mais ce qui me subjugue un peu, c'est que nous n'allons pas passer le temps à refaire l'histoire et à regarder, et à avancer avec l'œil rivé sur le rétroviseur. Vous regardez le rétroviseur, vous allez contre le mur. Parce que quand on continue à nous ressasser toujours le procès de la réunification avant l'indépendance ou l'indépendance après l'indépendance, il faut d'abord se dire une chose, que même ceux qui ont pensé à la réunification après l'indépendance, c'est parce qu'ils se disaient qu'on ne peut réunifier que quelque chose qui existait déjà à ce moment-là, mais qui avait un problème. Mais qu'on ne dise pas que parce que nous sommes chacun de notre côté, nous nous réunifions d'abord avant d'obtenir l'indépendance. C'est une question de vision. Donc, il faut toujours revenir sur cette façon, cette approche-là. Nous n'en sortirons jamais. Et comme je le dis, on va avancer en ayant les yeux rivés sur le rétroviseur. Mais la spécificité du Cameroun, elle est assez admirable, parce que le Cameroun fait partie des seuls deux pays avec une entité francophone et une entité anglophone, c'est-à-dire le Cameroun et le Canada. Et moi, je pense que de ce côté-là, vous allez voir qu'il y a effectivement
une région, un système spécial pour les francophones. Le Québec, qui est une minorité par rapport à tout l'ensemble du Canada. Et comme le dit Hilaire, c'est pas mauvais de copier. On aurait pu copier et regarder comment ça fonctionne. Malheureusement, nous sommes arc-boutés ici sur nos combats historiques, sur nos idéologies africanistes ou combattantes pour dire que non, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Avant, quand on parle des Allemands, en 1914, tout le monde parlait allemand dans ce qui est le Cameroun. Mais seulement, vous savez très bien que c'est après la défaite de l'Allemagne que le Cameroun, comme toutes les possessions allemandes, ont été divisées entre les vainqueurs. Et les vainqueurs, c'était les Français et les Anglais. Mais seulement, en réalité, quand vous regardez de 1914 à 1960, en réalité, ça fait pas beaucoup d'années. Les gens ne pouvaient pas se perdre au point de s'oublier, comme le répète mon frère d'Union Akele. Les gens n'ont pas oublié leurs racines. Ceux du sud-ouest ont leurs racines ici dans le littoral. Ceux du nord-ouest ont leurs racines du côté de l'ouest. On le sait. Et ces racines, rien ne peut jamais les arracher du jour au lendemain. Mais aujourd'hui que nous avons avancé, il faut absolument trouver des solutions qui nous permettent d'avancer avec l'état de l'histoire et peut-être les erreurs du passé. Maintenant, pour essayer d'améliorer. Quand il y a parlé tout à l'heure du statut des chefs, moi, et que vous, Serge Alain, vous avez demandé, est-ce que vous voyez comment les chefs Sawa, quand ils entrent dans une cérémonie, mais les chefs Sawa sont des hôtes. Ici, par exemple, dans le Vouri, quand il y a une cérémonie, ils arrivent pour venir accueillir les personnes qui sont là, pour démontrer leur spécificité culturelle. Ils n'ont aucune autorité sur le préfet, ils n'ont jamais eu de conflit avec le préfet. Et même, parfois, c'est le préfet qui vient, parfois, trancher les problèmes au niveau des successions. Mais il n'y a pas une sorte de mainmise, ou il n'y a pas une sorte de dictature des chefs, du moins pour le littoral, ou pour le Vouri. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que mais ce n'est pas mauvais que les chefs se retrouvent justement dans la région. Pourquoi ? Parce que le chef traditionnel est l'élément le plus proche de la population. C'est-à-dire qu'au-delà de l'élu, qui lui peut même venir d'ailleurs, mais le chef, lui, il est là. Parce qu'après la décentralisation, il sera toujours là. Et c'est lui qui a le problème, il demande, on aurait pu copier. C'est pour ça que je suis en train. Une chambre pour les chefs. Je vais dans le sens de son argumentation. C'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'on n'a pas suffisamment pensé à la présence et l'action et même peut-être l'utilité des chefs à l'intérieur de ce grand conseil régional. Je pense que, et c'est pour cela que ce statut et les différentes clauses de la décentralisation au niveau des acteurs doivent être revus et corrigés. Bon, mais vous savez très bien que rien n'est figé et que la Constitution et les codes électoraux sont perfectibles. Et certainement qu'à l'expérience de ce que nous allons vivre pour la première fois, on aura le temps de corriger. Mais qu'on ne dise pas il ne fallait pas qu'on s'attende à avoir quelque chose de parfait dès le premier coup. Il faut aussi se dire, c'est humain cela. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui, avec les erreurs, peut-être des erreurs d'appréciation, ou même peut-être les choses à perfectionner. Mais ce qui est déjà fait et c'est important. Ok. Il y a Zipan. Oui, donc je voudrais compléter. Vous avez vu la liste, il y a beaucoup de... Tout à fait d'accord. Quand je rappelle les faits d'histoire, c'est pas pour qu'on refasse l'histoire, c'est qu'on s'appuie sur ça pour pouvoir se prononcer. Je prends 2 cas très simples pour pouvoir illustrer cela. Vous avez la région de l'Ouest qui fait à peu près 13 500 km². Le Noun seul fait 7 000 km² et n'a que 17 conseillers régionaux, pendant que le reste qui fait 6 000 a pratiquement le double. Et il n'a que 3 chefs. Il va se poser là-bas un problème réel. Et comme disait Pemboué tout à l'heure, si l'on va dans ce repli de reconnaissance par rapport à l'histoire, un problème va se poser. Parce que dans tout le Noun, il n'y a qu'un seul chef de premier degré. Et tous les autres sont des chefs pratiquement de 2e et de 3e degré. Il en va de même pour le Lamido de Rebouba, qui gère pratiquement sur cette zone-là, qui gère un département qui est plus grand que toute la région de l'Ouest. Donc il va se poser des problèmes énormes. À mon sens, il faut respecter certainement. Moi, je suis né à Douala, grandi à Douala, au Grand Moulin. Mais nous avons un chef élu au Grand Moulin qui prend pratiquement ses lèse-majestés au chef de canton d'Eido. J'ai l'habitude de dire tout le temps que je suis un Doualais. Donc, j'appartiens et je respecte la communauté. Ça veut dire que lorsque le chef
d'Eido arrive dans mon quartier, c'est avec tous les raisonneurs. Et je pense que c'est cette tradition-là que je voudrais que l'on préserve. Que l'on préserve cette manière de faire-là, parce que le ngondo, qui est par exemple un rituel, doit être conservé. Que vous soyez Douala ou pas, il faut savoir le respecter. Non, le ngondo est une institution traditionnelle. Une institution traditionnelle. Donc je voudrais donc que ça fait partie de notre culture. Si vous demandez à un jeune enfant aujourd'hui où se trouve Rudolf, ou la tombe de Rudolf Douala Mankabel, on n'en a pas. Je prends pas un autre cas toujours. Le rituel de mon parti fait en sorte que, avant toute élection, nous allons sur la tombe de Rudolf Douala Mankabel, nous allons sur la tombe de Fampou Dagobert, avant de pouvoir commencer l'élection, ou de pouvoir commencer la campagne. Pourquoi? Parce que Fampou, par exemple, a été un Bamileke qui s'était beaucoup introduit à Douala et qui est mort pratiquement. Donc je pense cette manière de faire... Je vous coupe la parole. Quand vous parlez de Fampou, et les gens ne le savent pas, il y a le magazine du Ngondo qui vient de sortir, qui dit qu'en 1960, Fampou Dagobert était l'adjoint du premier maire de Douala, Tokoto Rodolphe. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais seulement la composition de cette commune à cette époque-là, il y avait énormément de Doualais, comme vous dites. Parce qu'il y avait des gens comme les Nessé, il y avait des gens comme les Fampou, il y avait, et autour du maire Tokoto. Donc Fampou, ce n'est pas seulement celui qui a été... Les gens ne le connaissent qu'à Douala deuxième, mais il a d'abord été l'adjoint, le premier adjoint du premier maire de Douala. Okay. Donc je pense que tous ces éléments-là doivent construire nettement les générations qui arrivent. Il en va de même, on peut parler là de Chala Tangana, Yaoundé, avec tout ce que cela comporte. Donc je pense que, à mon sens, il faut améliorer aussi rapidement, soit-il dès qu'on a la moindre opportunité, il faudra le faire pour que les régions puissent être bien ancrées dans l'histoire, ou dans Merci Zipan. On va prendre la route, on va retrouver Cédric Doufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Nous irons sur les routes du Chan 2021. Vous savez, nous sommes à 4 semaines de cette compétition et à Douala, les populations restent inquiètes au regard de l'état des infrastructures routières, notamment celles qui mènent aux différents stades à l'entrée est de Douala et vers le stade Omnisport de Bépanda. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons des infrastructures hôtelières dans la région du centre. Il y a de nombreux manquements qui ont été évoqués et constatés par la délégation régionale du tourisme pour le centre. Quels sont les correctifs qui ont été proposés aux différents acteurs de la filière? Nous en parlerons également dans le journal de 20h. Nous parlerons aussi de l'insécurité alimentaire qui frappe de plein fouet 3 régions en guerre, 3 régions économiquement sinistrées, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Quelle est la stratégie du gouvernement pour lutter contre la faim dans cette partie du Cameroun? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. La suite, c'est après le 20h de Cédric Noufélé. Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 3 invités, Camille Nélé, Hilaire Macaire, Zipan René Stéphane Boué. On espère qu'il va nous rejoindre, lui, Moseli Ndjebaye de l'UNDP, sur ce plateau pour la deuxième partie. Retour sur le plateau et Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Hilaire Macaire, Zipan, du mouvement progressiste. À côté de lui, René Stéphane Ngoué de l'Union des populations du Cameroun et un journaliste d'investigation. J'espère qu'il va nous donner les raisons, il va nous aider à comprendre pourquoi on a arrêté le chef, le journaliste d'investigation. Je ne peux pas être ici et faire l'investigation. On vient de nous faire le reportage. Mais ça peut vous intéresser, non? Non, mais c'est intéressant parce que chaque fois qu'il y a un fait divers, il faut toujours chercher à comprendre. Vous savez, les faits divers, c'est le reflet de notre société. Aujourd'hui, les populations sont franchement exacerbées par les actes crapuleux. J'ai vu ce matin un reportage sur Equinox Télévision d'ailleurs, à Bamenda, où les populations sont tombées à bras raccourcis sur 3 braqueurs. Il y en a un qui a fui, les 2 autres ont été interpellés et carrément brûlés. Ils ont brûlé pendant des heures, les sapeurs-pompiers ont arrivé, c'était hallucinant. Mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. Donc, du côté de Banjoun, à en croire le clerc Sakem, 2 bandits ont été arrêtés par la population.
et la foule a voulu leur faire en sorte. Alors, le chef est arrivé, il s'est interposé. Bon, on peut se demander comment le chef lui-même a pu arriver et sortir ces gens des mains de la foule. Parce que moi, c'est lui le chef. On l'écoute peut-être. Oui, mais moi j'ai souvent vu quand les foules sont déchaînées, quand ils mettent la main sur de présumés voleurs, vous n'avez même pas la possibilité de les extraire, de les sortir de là. Ils sont molestés, ils reçoivent des coups de poing, des coups de bâton, des coups de... Je vous dis même des coups de briques, de lattes. Avant même que vous puissiez faire quoi que ce soit, le type est déjà pratiquement hors d'état de nuire. Bon, on peut se demander comment le chef a réussi à les sortir de là et à les amener au commissariat. Mais selon le reporter, il y est arrivé. Bon, maintenant, comment les gars ont-ils fait pour s'échapper du commissariat et repartir? On ne sait pas trop bien. Mais toujours est-il que quand le chef est arrivé pour savoir, pour s'enquérir du sort de ces personnes qu'il a sauvées de la vindicte populaire, il se dit que il a été gardé à vue. Bon, a-t-il été gardé à vue pour être protégé? Parce qu'il faut aussi se dire que les policiers ont pu estimer que ce chef pouvait subir la colère de ces populations qui pouvaient lui en vouloir d'avoir sorti de leurs mains ces criminels. Toujours est-il que je pense que c'est un fait divers qui demande effectivement une investigation sur le terrain. Investigation. Et moi, je suis ici sur le plateau d'Equidex. Ok, Ernest Stéphane Goué, quelle lecture vous faites de ce fait divers qui nous vient quand même? Mais comme l'a dit Camille Ndélé, aucune. Parce que pour pouvoir donner un point de vue, il faut avoir... Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui a sauvé, entre guillemets, des présumés voleurs soit gardé quelques jours après, lui aussi, par... Qu'est-ce que ça vous inspire? La garde à vue est encadrée. Oui. Et nous avons... Le chef, et c'est notable, pas tout seul, ça veut dire que ça a pris une autre proportion. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a une tendance aujourd'hui, et d'où l'objet du débat tout à l'heure. Oui, on va y revenir même. Voilà. Hein. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Et la tendance actuelle est à défier l'autorité républicaine. N'étant pas sur place, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Est-ce que le chef, puisque j'entends dire qu'il n'y a pas deux instances juridictionnelles, donc c'est-à-dire que les autorités compétentes voulaient peut-être être celles-là qui doivent trancher cette affaire, et peut-être ils se sont sentis frustrés parce que le chef a pris des décisions à un certain niveau. On n'en sait rien. Donc donner un point de vue tout à fait raisonnable aujourd'hui serait lire les lettres dans les enveloppes. Il ne dit pas. Non, je pense que cela montre à suffisance la dégradation de l'autorité des institutions dans notre État. Dans un pays normal, lorsqu'il y a arrestation ou il y a sa privation de liberté, celui qui est habilité à s'exprimer, c'est le procureur. En principe, c'est le procureur qui aurait dû prendre la parole pour éclairer l'opinion de ce qui s'est passé. Je l'ai gardé en vue pour telle ou telle raison. Et comme disait Ngoué tout à l'heure, il va sans dire que personne n'étant au-dessus de la loi, le relais administratif qui est le chef aurait pu bien être encadré dans ce ordre. Et je fais le parallèle avec ce que disait le grand frère tout à l'heure. Par contre, dans le nord-ouest, il n'y a plus les relais, les chefs n'existent plus. C'est ça la dégradation de nos institutions. Non, le pays est en train de rentrer dans un cycle terrible. Et la tolérance administrative est venue tout compliquer. On vous laisse faire un certain nombre de choses sous le prisme de la tolérance administrative. Ce n'est pas la République. La République, elle est encadrée par des dispositions légales. Il faut les respecter. C'est la loi. Mais par conséquent, on laisse la loi, parfois elle est même d'options mauvaises. Sur le prisme de la tolérance administrative, on essaie de fonctionner tant bien que mal. Et là, cela permet de pouvoir ne pas avoir un pays en règle. Voilà, je reste avec vous, Hilaire Zipan. Il y a beaucoup d'élus qui ont également, on va dire comme ça, qui sont aujourd'hui conseillers régionaux. Oui, ça c'est évident. Je pense que ce qui n'est pas Comment interdit ils vont gérer ça? Non, ce qui n'est pas interdit n'est pas autorisé. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Oui. Non, il va sans dire que les formations politiques ont un cadre de gestion qui sont propres à elles-mêmes. Il y a des partis où les gens peuvent être candidats de ceci, candidats de cela, et puis choisis par la suite. Mais dans le cas d'espèce, pour ce qui est de la région, je pense que quand cette formation-là vont avoir certainement des élus qui vont être en double,
certainement, ils Pour choisiront. faire simple, Hilaire Zipan, est-ce qu'on peut être maire et conseiller régional? Si la loi l'autorise. Par contre, être maire et être président du Incompatible. conseil- Voilà. Non. Voilà. Donc c'est ça un peu le problème. La différence, vous l'avez bien senti. Et je connais votre regard. Je connais votre regard. C'est pour rassurer les uns et les autres Oui. que nous sommes là-dedans. On regarde de très près. Mais à l'aube de la discipline à l'intérieur du parti à l'heure actuelle, il est bon que chacun respecte les dispositions légales. Voilà, dites-moi, Camille Nélé, dans l'article 312 sur le code, dit exactement ceci: le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. À ce titre, premier tiret, il est l'interlocuteur du représentant de l'État. On se retrouve Président du conseil régional, le représentant de l'État. On se retrouve dans une Comment on situation- va gérer ça? On se retrouve là dans une situation bien ambiguë. Oui, Parce que ambigu. Ambigu, dans la mesure où lui, le président du conseil, est le représentant d'État, mais il y a un autre représentant d'État qui est dans la région, qui est le gouverneur. Quel va être le sort du gouverneur? Quelles seront les prérogatives du gouverneur? Parce que vous savez très bien que généralement dans les exécutifs communaux, le préfet est l'autorité. Bon, maintenant au niveau de la région, qu'en sera-t-il du gouverneur? Donc, entre l'autorité du gouverneur, représentant de l'État, et maintenant le président du conseil général, du conseil régional, représentant de l'État, moi je pense qu'il y a une ambiguïté là qu'il faudrait bien lever. Bon, Hilaire qui est beaucoup plus documenté que moi sur ce chapitre. On peut lever ça avant le 22? Bah, je sais Est-ce qu'il pas. peut être fait avant le 22? Non, impossible. Non. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une phase d'expérimentation, et moi je pense que toutes les inexactitudes, toutes les maladresses se corrigeront certainement peut-être d'elles-mêmes au fur et à mesure que les mois vont s'écouler, mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de correctifs à apporter justement dans cette décentralisation. Stéphane, oui. Oui, Le président du conseil régional, il y a le représentant de l'État. Comment ça va se passer? mais c'est les imperfections de notre République. Le grand frère Nélema, j'étais une petite pique amicale tout à l'heure en disant on ne va pas passer le temps Oui, justement. à regarder sur le rétroviseur. La politique, c'est une course de fond. Et si on prend les paradigmes de l'éducation, tant que vous n'avez pas fait des logarithmes, vous ne pouvez pas faire les mathématiques. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas le temps qui résout nos problèmes. Donc les mathématiques nous suivent toute notre existence? Non, c'est juste un langage emprunté dans le monde de la politique, pour dire à mon cher grand frère Nélé que ce n'est pas le temps qui résout nos problèmes. Ce n'est pas parce qu'un problème a été posé en 1945 Oui. et qu'il existe que nous sommes en 2020 que ce problème disparaît de lui-même. Non. C'est notre volonté. C'est la somme de nos intelligences. C'est nos actions qui résolvent les problèmes. Ce n'est pas le temps. C'est pour cela que les imperfections que nous relevons, les gens l'ont dit. Regardez, nous sommes dans une république. Moi, je suis de la génération de la démocratie. Avec Zipan, on a vendu le carton rouge, on a fait nos villes mortes, on a fait ceci, cela. Ah, vous avez vendu le carton rouge? Oui, nous sommes même les concepteurs du carton rouge. Ah, vous le Nous dites ça aujourd'hui? l'assumons, nous Ah, l'assumons. Avant Bourlasoc, Nous l'assumons. Ok, vous avez vendu le carton Non, rouge? oui. Bon, donc moi, je vais vous dire quelque chose. Regardez notre génération. On a eu 2 grands rassemblements. Oui. Il y a eu la tripartite, Exact. il y a eu le grand débat. Ouais. Avions-nous résolu le problème de Cameroun? Non. Parce que nous passons le temps à survoler la profondeur des problèmes, à faire du saupoudrage. Mais il y a beaucoup qui disent que le grand dialogue national, c'est parce qu'ils appellent à un dialogue, cette fois-ci, inclusif. Mais c'est la même chose à la tripartite. Hein? C'est ce qu'on nous disait avec la tripartite. Regardez les nations qui se veulent sérieuses. Quand les gens prennent le temps de se réunir, ils sortent soit une constitution, soit une résolution, elle dure des centaines d'années. On n'a pas besoin de changer la constitution tous les 10 ans au Cameroun. On n'a pas besoin de se réunir chaque 20 ans pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on a quand même eu 96. Qu'est-ce qu'on a eu en 96 Une constitution
qu'on a pris 15 ans pour mettre en place. Et donc, au moment de la mise en place, on relève les imperfections que vous-même vous êtes en train d'interroger vos invités sur le plateau. Et lorsque quelqu'un de ma génération va s'élever dans 20 ans pour dire « Nous l'avions dit », à l'époque à la tripartite, on va lui dire que « Mais cessez de regarder sur le rétroviseur ». Cessez de nous faire le procès du rétroviseur. Nous posons des problèmes du Cameroun. Est-ce que ces problèmes sont résolus ou pas? C'est ça ce qui est fondamental. Donc, pour moi, président du conseil régional, représentant de l'État, c'est l'ensemble des imperfections de la République. Et nous continuons à dire aux Camerounais, asseyons-nous, pardonnons-nous, regardons-nous les droits dans les yeux et essayons de construire quelque chose de solide pour l'avenir de notre pays. Alors, nous espérons, nous, à l'UPC aujourd'hui, notre vision est laquelle? Le président de la République a donc convoqué toutes les différentes institutions électorales, des municipalités législatives, sénatoriales, avec tout ce que ça a comporté comme des ordres. Carton plein maintenant. Il a fait le carton plein. Maintenant, où en sommes-nous? Et nous constatons avec regret qu'on n'a pas bougé d'un poste. Il faille donc revenir. Et c'est ce que nous lui avons proposé. Il faut aujourd'hui qu'il revienne à la case de départ, qu'il mette des institutions de transition. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura une transition générationnelle, une transition institutionnelle, une transition gouvernementale. Donc il faut aujourd'hui que les Camerounais commencent à réfléchir. Et c'est le même reproche qu'on fait à ceux qui se positionnent aujourd'hui comme les leaders de l'opposition, les inventeurs de la boussole en 2020. Il faut que nous nous regroupons sur le minimum d'une plateforme pour qu'on se dise 2025, comme l'a dit, c'est demain. En 2025, allons-nous partir aux élections avec la même constitution, avec le même code électoral, avec le même organe qui est partisan? C'est ça les questions fondamentales qu'on doit se poser aujourd'hui. Et quand elles seront encore reposées, dans 10 ans, on dira, vous regardez sur le rétroviseur. Il reste pas. Comment faire donc pour changer ça? Je pense vous voulez d'abord revenir sur le rapport entre le président de conseil et le représentant de l'État? Naturellement, je pense que j'étais au grand dialogue. Je pense que c'était un moment quand même pas complet. Il faut le dire, hein. C'était peut-être une bonne initiative, mais elle n'était pas complète compte tenu du temps, compte tenu des sujets qui étaient extrêmement sensibles, compte tenu des commissions qu'on avait mises en place, compte tenu des acteurs. Il faut dire que ce n'était pas incomplet. C'est devenu incomplet. Maintenant, tout le monde s'en rend compte que c'est incomplet. Je prends les dispositions légales sur le code général. D'abord, le représentant du chef de l'État dans la région est du pouvoir déconcentré. C'est le gouverneur. C'est pour ça qu'il commande la police et naturellement la gendarmerie, pour ne pas dire les militaires. Premier élément. Deuxième élément, l'interlocuteur de l'État, pas le représentant, l'interlocuteur de l'État dans la région, maintenant c'est le président de région. Bien, entre représentant de l'État, représentant du président de la République et l'interlocuteur de l'État, tout ça ramène à l'État. Je ne comprends pas trop bien qui fait quoi. Mieux, l'article 323, et là il nous intéresse, le président de la République nomme aux fonctions de secrétaire général de la région, sur proposition. Il y a encore un secrétaire général qui fait office à l'intérieur des régions, qui est nommé par le président de la République. Donc vous voyez que le président de région est encadré par le haut de sa tutelle, qui est le gouverneur, et surveillé par le bas, par un secrétaire général, qui est nommé par le président de la République. Donc là encore, il y a une autre concertation verticale du pouvoir. Et tout cela rend compliqué la chose, parce que aujourd'hui, les RDPC, malheureusement, ne sont pas sur le plateau. Ils ont le pouvoir vertical avec le président de la République. Ils ont le pouvoir horizontal, naturellement maintenant, avec les régions et toutes les assemblées, que ce soit le Sénat, que ce soit. Donc, la responsabilité de cette débat et de l'échec incombera à tout prix au RDPC. Il faut qu'on le sache très clairement. Et le seul élément qui peut faire respirer notre démocratie, c'était quelque peu les communes. Mais là aussi, on est complètement plombé par la manière où on devient complètement conseiller ou on devient maire. Mais tout cela ramène à autre chose parce qu'il va y avoir un autre débat. Les conseils régionaux votent des délibérations. Et l'Assemblée, de l'autre côté, va voter quoi? La délibération? La loi? Il va y avoir énormément de problèmes qui vont se poser au lendemain de la mise en place de ces régions-là. Je pense que le fait qu'on a attendu pendant 15 ans n'a pas permis suffisamment de réfléchir à fond. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les politiques n'ont pas été mises à contribution pour ceux qui pratiquaient un peu au quotidien. On vous connaissait ma bagarre
que j'ai eu au grand dialogue pour débarquer le poste de délégué du gouvernement pour un type nommé qui commandait les élus. Il y a encore même une autre bagarre que j'ouvre encore. C'est qu'on ne peut pas être conseiller municipal au même titre que tout le monde et avoir 2 salaires. Vous êtes conseiller, vous avez le même avantage. Vous êtes grand conseiller, vous avez encore un autre avantage. Pourtant, vous avez tous le même grade dans l'élection. Il y a encore de problèmes qui vont se poser. Dans le pays, on superpose les problèmes sur les problèmes. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Et que les gens comprennent qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on s'asseye. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Mais l'initiative doit venir de l'opposition. Mais à nous-mêmes, on est complètement éparpillés. Il faut que quelqu'un dise quelque chose de nouveau, parce qu'il est nouveau à le dire, on suppose que c'est lui qui est le plus brillant. C'est ça la difficulté aussi qu'il y a en opposition. Donc il est temps qu'on se retrouve, qu'on pose les jalons, qu'on essaie d'aller petitement, parce que la bataille de 2025, je peux te dire, Serge Alain, le Cameroun va rentrer dans une grande crise. Compte tenu du fait maintenant que tout le monde se mêle, et les Occidentaux vont se mêler. On connaît les déclarations de certains journaux, de certaines puissances déjà complètement en première ligne. On voit l'initiative du président de la République qui vise à créer une société pour pouvoir mettre la main sur le minier, dans lequel on a notre façade maritime qui va être contrôlée par les Occidentaux. On a de l'autre côté les intérêts des emprunts. Donc le Cameroun va rentrer dans un imbroglio extrêmement complexe. Il est bon que ceux qui se donnent un peu de la peine pour penser à l'avenir de notre pays s'asseyent, nous les politiques, pour réfléchir et voir ce qu'on peut proposer pour sortir de cette situation-là. Voilà, Kabinele, l'opposition doit s'asseoir pour faire bouger les lignes. Le problème, d'abord le code électoral. Oui, mais le code électoral est perfectible, tout comme la Constitution est perfectible. Oui. Vous savez, même la Constitution des États-Unis... On en parle depuis, mais rien ne bouge, véritablement. Même la Constitution des États-Unis n'est pas un document figé. Vous savez très bien que jusqu'en 1970, un noir équivalait à c'est-à-dire qu'un blanc était un quart de blanc. Mais aujourd'hui, un noir est devenu l'égal du blanc. Vous savez très bien que même dans la société française, les femmes ne votent que depuis 1968. Donc il y a toujours une évolution, aussi bien dans la marge de la nation. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de quoi désespérer. Il y a des choses à refaire, il y a des choses à parfaire. Et ces choses-là, s'il y avait beaucoup de gens dans l'opposition comme Hilaire Zipan qui réfléchissent, et maintenant dans le sens d'une action, oui, mais vous savez... Est-ce que la volonté seule de l'opposition suffit? Ben oui, mais... Si en face, on ne veut pas entendre parler de ça, qu'est-ce que l'opposition fait? Les membres de l'opposition sont des Camerounais. Oui. Et ils ont des aspirations légitimes. Ils ont même des ambitions légitimes. Ils ont même un amour légitime pour leur pays. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que les gens puissent penser des choses importantes pour le Cameroun. Pas seulement penser à se retrouver à obtenir le pouvoir par la rue ou par des déclarations à brûle pour point. L'opposition, ce n'est pas seulement des débrayages, ce n'est pas seulement des implications. Mais l'opposition, c'est quelque chose qui résonne, qui pose un problème, qui regarde l'avenir et qui se demande comment on va pouvoir mettre ces choses-là. Dans un avenir, l'avenir plus ou moins proche ou lointain. Regardez, Hilaire Zipan est en train de penser à dans 5 ans. Mais dans les élections dans 5 ans, c'est aujourd'hui qu'on les prépare. C'est 2021 qu'on les prépare. Ce n'est pas en 2024. Non. Donc, or, s'il y a des gens de l'opposition qui peuvent avoir un regard, qui peuvent avoir une pensée dynamique dans le sens, effectivement, comment est-ce que vous appelez ça? De tout remettre en cause. Non seulement de remettre en cause, parce qu'ils ont un mot maintenant qu'ils utilisent, ils parlent comment on appelle, de transition. Je ne sais pas si on aura besoin d'une transition forcément. La transition, c'est quoi? La transition, ça veut dire qu'entre le président Paul Biya et son successeur, il va falloir mettre sur pied quoi? Une transition qui sera intermédiaire. Non, moi je pense que le Cameroun est dynamique. Et les Camerounais sont suffisamment intelligents. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent que notre pays va de l'avant. Et maintenant, s'ils réfléchissent pour trouver des solutions, pour apporter ce qu'il faut apporter, afin qu'on puisse construire un pays stable, il n'y a pas de raison qu'on parle d'opposition et de gouvernement. Non. Non, je voudrais dire peut-être à l'entame qu'il n'y a pas que des bonnes volontés à l'opposition. Hein. Même au RDPC, il y a des gens qui ont de bonnes volontés, avec qui on peut travailler. Moi, jusqu'au sommet de l'État. Je trouve souvent des gens qui prennent des initiatives au RDPC où j'apporte mon concours. Parce que je trouve que, ils sont dans une dynamique qui vise à faire
évoluer les choses. Le problème, c'est que est-ce qu'on veut réformer ou on veut révolutionner? Là aussi, il y a un autre débat qu'il faut trancher. Est-ce que nous allons faire évoluer les choses par les réformes de ce qui existe, en améliorant, comme vous disiez un peu tantôt, ou est-ce qu'on veut révolutionner en remettant tout à plat et en recommençant? Voilà, aussi peut être aussi notre débat. C'est pour ça qu'il faut le préciser que la transition, ce n'est pas le changement d'homme. Voilà. La transition, c'est le changement des institutions et des modes de gouvernance. Dans la révolution. Oui. Appelez ça comme vous voulez. Non, c'est vous. Non, c'est vous qui nous voulons voter. Vous savez pas comment vous appelez ça. Monsieur Nélé, il faut que vous reteniez que la transition, ce n'est pas le changement d'un homme par un autre homme. Oui. La transition, c'est pour ça que dans des républiques sérieuses, on parle des républiques. Quand on change la constitution, on dit la République 1, République 2, République 3, parce qu'on change les modes de fonctionnement. Donc la transition que nous révoquons, ce n'est pas pour changer M. Biya, c'est pour changer notre façon de vivre, de fonctionner, de gouverner, de gérer. Oui, je voudrais... Néné a soulevé tout à l'heure un problème qui me semblait tout à fait important. C'est que l'importance de l'État et la responsabilité aujourd'hui de 3 500 000 en 1960, aujourd'hui à 25 millions, de à peu près 40 milliards à 4 500 milliards, suscite beaucoup d'appétit. Absolument. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, avec l'évolution du monde, le fait que nous avons la télévision, le fait que nous avons ce débat-là aujourd'hui, montre à ce que c'est un instrument qui participe à la pédagogie de la formation des Camerounais. Alors, quand on a des espaces de communication que nous offre aujourd'hui Equinox, c'est pour pouvoir permettre aux Camerounais de prendre leurs responsabilités, en disant que tel instrument permettra de déterminer si tel est habile à le faire ou tel instrument pas. On l'améliore. C'est pas que tant qu'on est contre quelqu'un. Si vous gérez bien Nélé, moi je trouve meilleur à dire là-dessus. Je trouverais que c'est bien fait. Tout à l'heure, j'ai parlé avec beaucoup d'aisance de telle ou telle personne. Mais il est difficile que je vienne faire la promotion de quelqu'un qui est médiocre. Vous et moi, vous savez bien que j'ai des ministres avec qui j'ai de grandes sympathies au gouvernement, que je trouve que l'action parfois est porteur. J'ai participé la dernière fois à l'évolution d'élection d'Augustin Tamba pour pouvoir reprendre les CVUC, parce que je pense que les communes doivent être le socle. Et une fois qu'on a dérapé au niveau des communes, c'est perdu. Tout on ne va pas remettre en route. Vous voyez dans quel délabrement se trouve la ville de Douala. Le maire de la ville, super, mais essaie tant bien que mal, mais les difficultés. Il y a plus de désordre maintenant qu'avant. Je ne sais pas par où on a commencé. On a le CAN, on a la CAN qui commence dans quelques jours. Vous voyez dans quel état se trouvent nos routes. À qui la responsabilité? Et moi, ce qui me sidère, c'est que la CAN, c'est dans 2 semaines. Dans 4 semaines. Mais vous imaginez, les chantiers sont arrêtés. Alors qu'au mieux, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit des travaux qui tournent 24 heures sur 24. Alors, on trouve des... Est-ce qu'on devrait même normalement être encore en chantier? Voilà. On ne devrait pas. Mais disons qu'on devrait même accélérer quand même. Maintenant, on accélère. On travaille jour et nuit. Mais malheureusement, les travaux sont arrêtés. Mais à qui ça profite? C'est incompréhensible. Oui, et l'image du Cameroun doit être préservée. Et je pense que la vente de l'image du Cameroun, c'est à travers des télévisions comme celle-ci. Vous n'associez pas les télévisions phares, la mascotte de la télévision, les communicateurs de la télévision, les responsables de ce chantier-là, vous les mettez de côté et vous pensez que la CRTV seule est en capacité de le faire. Non, je vous en prie, ne ramenez pas ce débat. Nous sommes... C'est un mauvais débat. C'est un mauvais débat. Je vous en prie. Merci, Lerzipan. Stéphane Koué, vous avez un dernier mot pour... Oui, mais un dernier mot, je pense qu'on a dit l'essentiel. Oui. Et occasion pour nous de toujours remercier chaque fois que l'occasion est donnée aux nationalistes de dire quelque chose aux citoyens. Je remercie le grand frère Camille Nélé pour ses analyses et surtout son introduction sur la situation en Centrafrique qui doit être un cas d'école pour les Camerounais. Un vieil ami, un combattant de lutte sur le terrain. Et je lance un appel à tous pour que nous essayions, tant bien que mal, de taire nos querelles. La situation est tellement grave qu'il est nécessaire que chacun ait un sursaut d'orgueil pour ce pays pour lequel nos aînés se sont sacrifiés jusqu'à donner leur vie. Il faut qu'on arrête des vocables comme opposition. À partir du moment où je ne suis pas d'accord avec Zipan, on devient des ennemis, on ne peut plus manger, on ne peut plus marcher ensemble. C'est vraiment... Avec des réseaux sociaux où il n'y a que des insultes, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, donc il faut absolument, et votre mission est faite pour ça, et je vous félicite. Et vraiment, il faut absolument qu'on se regarde dans les yeux,
qu'on discute, qu'on ait des débats courtois comme ça. Vous voyez, on est 3 entités ici, un homme de presse, donc on connaît l'indépendance d'esprit, Hilaire et moi qui sommes pas dans une même organisation, mais nous sommes restés polis, cordiaux, et on a fait des suggestions. Et c'est à ça que l'ensemble de la classe politique aujourd'hui, y compris le RDPC, comme il a dit, doit revenir. Il faut qu'on se pose la question que quelqu'un a posé dans ce moment les plus... Quel Cameroun voulons-nous laisser à nos enfants? Je voudrais... Oui, d'abord... Oui, moi j'ai un dernier mot. Le dernier mot que j'ai pour Serge Alain Autou, qui est l'animateur de cette émission vedette d'Equinox Télévision. Je pense qu'il vient et je l'ai dit au début de cette émission, qu'il vient de bénéficier d'un avantage extraordinaire de se retrouver dans un pays en véritable crise. La République centrafricaine qui est en crise depuis 10 ans, où les gens là sont vraiment en vraie crise alimentaire, où il y a de vraies bandes armées, où il y a surtout l'ONU qui est là avec des chars blancs, avec des milliers de militaires qui patrouillent partout, et maintenant où il y a des opérateurs économiques qui viennent exploiter et le diamant et tout, dans la plus grande opacité. Et pendant ce temps, les populations sont dans une insécurité totale. Et pendant ce temps, malgré cela, il y a eu des tenues de dialogue, parce que vous l'avez appris de la bouche du président Touadéra, il a rassemblé plusieurs fois ces groupes armés. 14 rencontres, 14 dialogues. 14 dialogues, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 14 groupes armés. Mais alors, c'est pour ça que quand moi j'entends certains hommes politiques ici annoncer, oui, il faut un dialogue inclusif, il faut un dialogue. Il y en a eu 14 en Centrafrique. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ce n'est pas... Non. Il y a un dialogue qui se tient aujourd'hui. Le lendemain, un groupe avait dit que non, moi j'ai obtenu tel ministère. Demain, non, je ne veux plus ça. Je veux tel autre ministère. Et ça va prendre comme à l'an 40. Moi, je pense que Serge Alain Autou, vous avez vécu ça. Vous avez été au quartier kilomètre 5, au kilomètre 14, au kilomètre 12. C'est des endroits que je connais. Là-bas, des chars de l'ONU sont stationnés là. Séléka tire sur une personne et là-bas, le militaire de l'ONU ne dégaine pas. Il dit que sa mission, ce n'est pas de régler le problème du Séléka, mais c'est d'assurer sa position d'interposition. Moi, je pense que ce que vous avez vu en Centrafrique vous aiderait certainement et vous éclairera beaucoup mieux dans cette émission vedette dans laquelle il y a souvent des gens qui viennent ici parler de la résolution de la crise du Nozo et qui nous font croire qu'il suffit que les gens s'essayent pour que ça se résolve. Et il oui, non, d'abord, j'ai eu le message de Ndjebaï, grand frère. Oui, Ndjebaï, qui devait être avec nous. Voilà, qui sort de DA, il va envoyer dans un message là. Malheureusement, il est pris dans les embouteillages. C'est pas faute d'avoir fui l'émission, je connais. Non. Il a eu une contrainte, ça c'était la première des choses. Il dit que tout le monde est avec le succès que l'UNDP peut obtenir. Le deuxième élément, vous annoncez que certainement le 21, il y a un messe écuménique qui va se tenir à Foumban. Et vous savez bien que le MOAMPLMP est l'allié de l'UDC, dont nous serons dans cette manifestation-là. Et nous serons donc à la section de plein droit du 22, parce qu'il faudra vivre cet événement-là pour voir comment les chefs vont s'associer avec ceux qui sont élus, parce que c'est un moment qui sera très fort dans notre pays. Et comme ça. Donc on verra donc comment ça va se passer. J'espère que vous allez couvrir ça à Douala, je couvrirai ça à Bafoussam, à côté de la présidente de l'UDC, l'honorable Thomas Hino, avec qui je donne un concours. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Le rendez-vous, il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Yaoundé.